bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'actualité, Julius Malema affirme ses ambitions présidentielles. Le leader des combattants pour la liberté économique a lancé sa campagne pour les élections de 2019. Julius Malema, ou l'incarnation de la gauche radicale dont le parti est la troisième force politique en Afrique du Sud. Mais quel poids face à l'ANC Julius Malema est-il un danger pour le président Cyril Ramaphosa? On en débat dans un instant avec nos invités. Et dans notre grand angle aujourd'hui, les niveaux d'endettement toujours élevés des pays africains, des États comme le Gabon, le Ghana et la Zambie pourraient connaître des crises de la dette au cours des prochaines années, des crises similaires à celles qui ont frappé le continent à la fin des années 90. Et dans la dernière partie de cette émission, nous nous intéresserons au traitement des déchets médicaux, des déchets qui ne bénéficient pas d'un traitement adéquat. Nous prendrons la direction du Tchad où une société vient d'être lancée afin de mieux prendre en charge ces déchets qui représentent un véritable danger pour les populations et pour l'environnement. Et pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, Monsieur Aboubakry Ba, bonsoir. Bonsoir Madame. Vous êtes président du CENAF, une association qui rassemble les cadres africains. Merci à vous d'être présent sur ce plateau. Également à mes côtés, Monsieur Barandiaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en innovation technologique. Merci à vous également d'avoir répondu présent à notre invitation. Jean-Marie Bitomo, bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara, bonsoir à nos chers téléspectatrices et téléspectateurs. Tout de suite, l'actualité politique. Julius Malema est donc officiellement en campagne pour la présidentielle de 2019. Julius Malema, 37 ans, chef de l'opposition de gauche radicale, fondateur du Parti des combattants pour la liberté économique. Et en à peine 5 ans, l'inébranlable Julius Malema a su imposer son parti, le FF, qui est aujourd'hui la troisième force politique d'Afrique du Sud. Ashley Duprat. Le dimanche 4 mars a marqué le début de la campagne électorale du leader des combattants pour la liberté économique, Julius Malema. Et c'est à Johannesburg que le candidat a entamé son premier discours, dans lequel il a interpellé le nouveau président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Ramaphosa doit faire ce qu'il convient de faire. Cela nous est égal qu'il soit un milliardaire. Nous voulons qu'il fasse ce qu'il faut faire. Il faut dire que l'arrivée de Cyril Ramaphosa à la tête du pays a changé la donne dans l'échiquier politique sud-africain, alors que jusque-là l'ANC ainsi que son ancien dirigeant étaient régulièrement raillés par les partisans de Julius Malema. Les relations entre les deux partis tendent aujourd'hui à s'harmoniser. Le positionnement actuel de Malema semble indiquer qu'il est toujours dans un rapport de force avec l'ANC. Les deux partis récemment au Parlement ont voté ensemble la proposition de modification de la Constitution aux fins d'accélération des réformes agraires. Et donc est en train de s'esquisser effectivement une ligne IFF et ANC, en tout cas autour des questions qui pour Malema sont absolument cruciales. Même si cette avancée pourrait laisser penser à une possible coalition entre les deux partis, il n'en est rien. Rappelons que Julius Malema, ancien leader de la jeunesse de l'African National Congress, a été expulsé avec d'autres de ses alliés en 2013 pour indiscipline. Alors Julius Malema, très populaire, et cela en à peine quelques années, des années qui lui ont servi également à capter les électeurs déçus de l'ANC. Julius Malema est aujourd'hui la principale force alternative en Afrique du Sud, Aboubakry Ba. Oui, Julius Malema, même s'il est jeune, vous venez de le dire, il a 37 ans, mais c'est un vieux routier de la politique. Il a commencé très tôt la politique, je crois qu'à 9 ans déjà, il était adhérent de l'ANC, donc c'est quelqu'un qui est vraiment un leader politique maintenant affirmé malgré son jeune âge. Maintenant, on est dans un contexte politique. Il pose des problèmes qui sont des problèmes sérieux sur lesquels l'Afrique du Sud a eu à réfléchir depuis très longtemps, mais des solutions n'ont pas encore été trouvées. Et je pense que lui, étant donné qu'il se place dans l'aile dure, la gauche dure, de la politique sud-africaine. Il profite, je pense, du contexte électoral et de l'arrivée d'un nouveau président pour essayer de focaliser le maximum l'attention autour de lui. Et il pose des problèmes qui sont très sérieux, notamment la réforme agraire. Maintenant,
la manière dont il pose ce problème-là fait que les Africains que nous sommes portent une attention particulière à cette question parce qu'il y a eu un précédent, le pays de Mugabe, où justement il y a eu une tentative, enfin une réforme agraire qu'on sait les conséquences dramatiques qu'elles ont entraînées. On ne souhaiterait pas que l'Afrique du Sud, vu le rôle diplomatique, économique qu'il joue, au niveau de la sous-région sud-africaine, de l'Afrique centrale, et également son rôle diplomatique au plan africain, qui est les démons, les vieux démons de la division, etc. reviennent. Donc on pourrait peut-être revenir plus largement sur cette question. Le principe de la réforme agraire est un principe qu'on doit acter, sur lequel on doit avancer. Maintenant, il y a des formes peut-être sur lesquelles on pourrait revenir. Alors, la moitié des Sud-Africains n'ont pas connu l'apartheid, ligne sur laquelle l'ANC n'a pas su dépasser finalement depuis la fin de cette époque. Pour les Sud-Africains, Julius Malema pourrait éventuellement incarner des luttes qui sont plus au fait avec leur réalité barandiaï. Effectivement, Julius Malema, comme l'a dit tout à l'heure M. Ba, c'est l'aile dure, en fait, la gauche dure de l'ANC. Il a été exclu de l'ANC en 2013, comme on le sait. Sa parole, elle est suivie par les jeunes. Il s'est parlé en fait à son électorat, il s'est harangué les foules. C'est un leader incontestable aujourd'hui, sauf que pour moi, Julius Malema aujourd'hui fait du Trump à la sud-africaine. C'est-à-dire, il est dans la provocation, dans la réforme, le principe de réforme agraire. Il y va franco en disant il faut récupérer les terres, les restituer à la population noire. Il faut aller à l'encontre des lois qui ont été mises en place par nos aînés qui sont l'ANC. Ceci n'est pas acceptable quelque part. Du coup, vous vous souvenez, l'année dernière, effectivement, il est parti fêter le 4e anniversaire de son parti sur le fief de Jacob Zuma. Encore de la provocation. Là, hier, il disait dans les médias qu'il fallait que Cyril Ramaphosa redistribue son salaire, vu qu'il est déjà milliardaire. C'est de la démagogie autant pour moi. Il est dans la propagande. C'est du populisme, en fait, qu'il fait. Il disait que M. Ramaphosa devait redistribuer son salaire à la population, et notamment dans le secteur de santé, pour améliorer ceci à ce dernier à se développer. On sait bien que 250 000 € annuels ne vont pas aider à réformer le secteur de la santé. Donc il joue toujours sur ce créneau. En fait, ça a toujours été son gagne-pain électoral et il ne recule pas devant ce... Alors, en tout cas, il aborde des thématiques qui sont de véritables problèmes en Afrique du Sud, le chômage qui touche près de 30% de la population. On a également la question de l'éducation. Et là-dessus, on sait que les populations noires sont les plus concernées par cette problématique. Donc, ce sont quand même des domaines qui ont été, en tout cas dans lesquels l'ANC n'a pas pu résoudre ce qu'on attendait de ce parti. Vous savez, Zara, l'ANC a beaucoup de boulot. Nous en exigeons beaucoup, nous les Africains, parce que c'est un pays que nous aimons. Il ne faut quand même pas oublier que l'apartheid, si vous voulez, a duré pendant un bon bout. Donc pour pouvoir rétablir les choses, il faut déjà avoir la répartition des richesses en Afrique du Sud. Comment est-ce que ça se passe? Donc vous avez un seul acteur pour pouvoir apporter les ajustements nécessaires. Cet acteur-là, nous savons très bien que c'était l'ANC. À l'époque, vous avez Botha qui était en face. À partir de là, les choses n'ont pas tant avancé que ça. Dans ce qui concerne ce que notre invité parlait tout à l'heure, M. Barra, à savoir la réforme agraire qui est une réforme énorme. Vous nous parlez des problèmes de chômage, c'est-à-dire ces problèmes de chômage seraient résolus éventuellement si on arrivait à une répartition des terres relativement efficace et qu'on donne aux Noirs la possibilité de pouvoir faire l'agro-industrie qui est pratiquée en Afrique du Sud en tant que telle. Et dans ce cadre-là, on pourrait éventuellement, si vous voulez, résorber les problèmes du chômage. Mais de mon point de vue, ce ne serait pas si facile parce qu'Ramaphosa a fait une chose. Il en a parlé tout à l'heure, M. Ndiaye, à savoir, vous avez l'éducation, vous avez la santé. Et la première des choses, c'est-à-dire, je pense que Zuma y avait pensé avant qu'il ne parte. J'en ai parlé sur ce plateau. Moi, je m'étais dit ce jour-là, avant qu'il ne démissionne, c'est que si Zuma entamait la réforme de l'éducation, c'est une réforme énorme parce que l'Afrique du Sud a des chantiers qui sont terribles. Heureusement, le pays, si vous voulez, avant, avait atteint un niveau industriel relativement performant. Mais malheureusement, depuis Mandela, les performances économiques de l'Afrique du Sud, si vous voulez, ont relativement baissé. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'avez plus la confiance des investisseurs qui étaient placés
si vous voulez, aux différents leaders. Quand Thabo Mbeki était là, ça allait à peu près, et encore. Bon, il a fallu que Zuma arrive. Quand Zuma arrive, il a complètement dégradé la confiance de l'Afrique du Sud vis-à-vis des investisseurs internationaux en tant que tels. Donc c'est une problématique multidimensionnelle, la problématique sud-africaine. Parce que quand on parle de l'Afrique du Sud, il faut rentrer en détail dans la société et voir les choses, comment est-ce que sont passées. Donc la réforme éducationnelle, cette réforme éducationnelle-là, c'est une réforme énorme. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'avez pas suffisamment de Noirs, c'est-à-dire qui ont fait l'école. On nous dit tout le temps, oui, vous voyez, vous avez une classe noire qui est émergente, la middle class, ainsi de suite, ça va permettre, ça va permettre. Mais il faut regarder l'ensemble de la population, comment on dirait, sud-africaine en tant que telle, et essayer de faire une analyse objective là-dessus et s'apercevoir que le chantier de l'éducation, c'est un chantier énorme. Donc, Malema, il en parle. C'est un problème. C'est un jeune d'abord. Donc, on n'a pas la même vision. Il n'a pas la même vision des choses. Il peut paraître révolutionnaire, comme M. Ndiaye le disait tout à l'heure. Mais sauf que la manière dont les jeunes captent les problématiques du monde aujourd'hui est une manière différente et qui colle beaucoup plus à la réalité par rapport aux enjeux de l'Afrique et par rapport aux besoins des jeunes en Afrique. Donc, moi, je me dis, Malema, quoi qu'il en soit, il est évident qu'étant la troisième force de l'opposition, peut-être qu'il ne passerait pas là. Mais c'est quelqu'un qui a amené à diriger l'Afrique du Sud demain. Effectivement, je le rejoins parfaitement parce que Malema, vous avez parlé tout à l'heure d'un problème d'éducation. Malema surfe sur ça. Il sait qu'après l'apartheid, malheureusement, il y a une génération qui a loupé le coche de l'éducation. Ils n'ont pas connu l'école et l'université. Donc le discours qu'il tient, il est simpliste. Hein. Et du coup, les jeunes y adhèrent, ce qui fait qu'il est la troisième force. Non, je ne pense pas que son discours soit simpliste, M. Ndiaye, parce que le souci de Zuma, c'était quoi? Le souci de Zuma, avant de partir, c'était de rendre, par exemple, l'éducation gratuite en Afrique du Sud. Donc c'est une problématique centrale dans la société. Il y a une génération qui était dans un fossé, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école pendant et après, juste après l'apartheid. Du coup, aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a un processus qui est mis en place dans les entreprises, comme vous le savez, c'est-à-dire il faut que le cadre dirigeant soit noir, quitte à ce qu'on sacrifie une personne de couleur blanche, le mettre en dessous de cette personne noire pour qu'il l'aide à monter en compétence, pour qu'il occupe le poste qu'il faut. C'est comme ça. En fait, c'est une discrimination positive qui est appliquée en grande partie dans tout le pays aujourd'hui. Oui, mais imaginez alors l'ampleur de la tâche, parce que l'Afrique du Sud ne peut pas se contenter du saupoudrage aujourd'hui dans ces domaines-là. C'est un travail en profondeur. Dans ce débat-là, je pense qu'il faut recadrer les choses dans la perspective historique qui est celle de l'Afrique du Sud. Il y a eu plusieurs phases. Tout à fait. Les attentes, comme vous venez de le dire, que les gens ont placées sur l'ANC, en espérant que l'ANC au pouvoir, avec une Afrique du Sud démocratique, allait régler énormément de problèmes. Ces attentes-là sont encore pas satisfaites. Il y a eu deux phases. La première phase, c'était la phase de la réconciliation. Donc c'était une phase éminemment politique de réconciliation et parfois un peu de justice, de rectification de certains torts. Ça a été fait, mais ça a été endossé par les premiers chefs d'État, Mandela et ceux qui ont suivi. Aujourd'hui, la population sud-africaine attend, et de manière légitime, que ce combat-là contre l'apartheid, etc., puisse maintenant donner des fruits au plan de leur vécu quotidien. Et c'est pour cela que Malema, qu'il ne faut pas le prendre à la légère, a compris que le temps était venu de poser les problèmes réels de l'Afrique du Sud, et notamment de la réforme agraire, qui est un phénomène extrêmement lourd à gérer. Il y a 73% des terres qui sont arables, cultivables, qui sont détenues par une petite minorité. Une petite minorité que nous connaissons très bien. Là, nous sommes d'accord. Donc c'est un problème sérieux qui pose. Maintenant, les termes dans lesquels il les pose sont des termes politiques et qui inquiètent la communauté internationale en tant que telle. Si créer des divisions internes, comme je disais tout à l'heure, la résurgence de certains démons, qu'aucun Africain et aucun pays du monde n'a envie qu'ils reviennent en Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud est le mastodonte régional et personne n'aimerait que sa vocation à entraîner les pays de la sous-région, de l'Afrique australe, dans le cadre de la SADC, que cela soit remis en question. Donc voilà, je pense là où effectivement, je vous rejoins parfaitement, M. Ba, parce que c'est pour éviter ce qui s'est passé au Zimbabwe voisin avec la réforme agraire de Mugabe qui était catastrophique et dont on vit les conséquences par des tueries d'une certaine population jusqu'à présent, ce qui n'était pas le souhait initial de Mandela à l'époque de l'ANC. Alors, donc pour revenir justement à cette réforme agraire qui a donc été acceptée il y a quelques jours, en tout cas le Parlement a ouvert la voie vers l'expropriation sans compensation des terres agricoles qui sont donc actuellement tenues par les fermiers blancs. Une réforme qui a été soutenue depuis de nombreuses années par le parti de Julius Malema, le fait que le Parlement ait fini par
par prendre en compte cette volonté-là, il faut y voir là une volonté aussi de récupérer ceux qui ont fui l'ANC et qui sont partis vers Julius Malema? C'est une donnée incontournable en Afrique du Sud. La réforme agraire est une donnée incontournable. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire l'Afrique du Sud a des problématiques qui sont multidimensionnelles. Et dans ces problématiques-là, nous avons parlé de l'éducation. La santé, ça va à peu près en Afrique du Sud. La première des choses, c'est quoi? C'est le niveau éducationnel en Afrique du Sud. Dès qu'il est réglé, la réforme agraire, si vous voulez, vous n'avez pas besoin obligatoirement de faire des grandes études pour rentrer, pour devenir, comment dirais-je, un agriculteur compétent en tant que tel. Les études, si une fois le système est réformé, ça permettra une émergence d'une classe d'agriculteurs noirs en tant que tel. Donc, il faut s'y prendre dès maintenant, de mon point de vue, Zara, c'est-à-dire redistribuer ces terres-là bien avant. Si ce n'est pas fait avant, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que à un moment ou à un autre, cette problématique-là ressurgira, tout simplement. Pourquoi? Parce que les gens qu'on aurait éventuellement, comment dirais-je, encouragé à faire de l'agriculture, et s'ils n'ont pas de terrain, ça posera un problème énorme. C'est à peu près, l'Afrique du Sud a un problème, c'est-à-dire qui est un peu l'inverse de celui dont vous et moi nous avons parlé sur le plateau, là, celui de la RDC. Alors, donc, dans la perspective de la présidentielle de 2019, l'ANC, et plus précisément Cyril Ramaphosa, a saisi le danger que représente Julius Malema? Oui, je pense qu'il l'a saisi. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est parti un peu dans son sens. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu une motion qui a été promue par le parti de Malema, mais qui a été plus ou moins appuyée par l'ANC. Donc Cyril Ramaphosa a compris qu'il fallait qu'il ménage de toute façon son jeune frère de parti, Julius Malema, pour arriver à canaliser autour de lui, parce qu'il pose des problèmes qui sont des problèmes sérieux et incontournables. Et l'ANC, qui a connu des divisions énormes ces derniers temps, a besoin aussi de ressouder ses militants autour de questions aussi importantes que la réforme agraire. Donc ça, Cyril Ramaphosa l'a compris, et c'est pour ça qu'il va dans ce sens. Mais je pense, vu l'expérience que Ramaphosa a et puis son parcours d'homme chef d'entreprise, et aussi qu'il a négocié, il ne faut pas l'oublier, pendant la période de la détention de Mandela, il a négocié avec le pouvoir de Frédéric de Klerk à l'époque la libération de Mandela. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui connaît un peu les arcanes de la négociation, et il va peut-être poser le problème, amener les gens à discuter autour de cette réforme agraire qui est incontournable, mais la préparer et éviter justement, et je pense qu'il l'a dit dans un de ses discours, que la réforme agraire va se faire, mais elle ne se fera pas de la même façon qu'elle s'est faite au Zimbabwe voisin. Exactement. Donc il faudra préparer cette réforme, trouver les moyens de former les agriculteurs, parce que moi, si on voulait faire de moi demain un agriculteur, j'y arriverai pas. Il faut me former, et parfois il faut donner aussi les moyens pour que les exploitations agricoles puissent être reprises de manière optimale par les populations africaines. Et je voulais revenir sur autre chose là-dessus, Zara, dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est vrai que Malema, il monte. C'est la troisième force. Mais sauf qu'il bénéficiait de quoi? Du fait que c'était Zuma qui était là, en tant que tel. Mais Ramaphosa, comme vient de le souligner M. Barra, c'est une autre personnalité différente. Donc il risque d'avoir des gens qui risquent éventuellement de revenir au sein de l'ANC. Tout simplement pourquoi? Parce que le leader actuel de l'ANC est beaucoup plus crédible que l'ancien leader qui était en place. Ça veut dire que Cyril Ramaphosa va devoir aller encore plus à gauche vers le radicalisme de gauche dans ce cas. Pas obligatoirement, puisque M. Barra a dit tout à l'heure. Voilà, puisque depuis 2 ans, quand même, l'ANC a perdu 16 millions d'électeurs, c'est énorme. C'est énorme, énorme, parce que pour un parti de Julius Malema, qui était créé il y a 4 ans et demi, il est aujourd'hui la troisième force politique, c'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'il fédère, c'est-à-dire qu'il regroupe aujourd'hui quelque part. Et du coup, tout à l'heure, vous avez parlé effectivement d'éducation. Le problème d'éducation se pose dans la réforme agraire, parce que donner des terres aujourd'hui à des agriculteurs non éduqués, non initiés aux différentes techniques d'agriculture et de gestion des terres, c'est la catastrophe. C'est les mener en fait à leur perte aujourd'hui. Donc moi, je suis tout à fait en phase avec réforme agraire, restituer les terres à certains paysans, mais accompagner de l'éducation. Pour revenir sur le sujet Malema et en fait des foules qu'il rassemble aujourd'hui, c'est un danger. Je pense que Ramaphosa
a tout intérêt à aller dans son sens, parce que n'oubliez pas que Ramaphosa, en 2012, il me semble, lors des événements de Maracana, c'est-à-dire que lui, il était chef d'entreprise, responsable de la mine, les mineurs avaient fait des grèves et il était pour la répression. On avait tiré sur les mineurs dont il était directeur d'une mine, donc il traîne aussi des casseroles. Et vous savez que ça, c'est des informations que Julius Malema a sous le coude et il pourrait les utiliser pour peser exactement sur le partage, en tout cas, des voix au moment venu. Merci beaucoup. Malheureusement, il y avait quand même d'autres questions. Est-ce que, voilà, avec Julius Malema, c'est quand même une place laissée là, pour la nouvelle génération? Peut-être un dernier mot là-dessus. Je pense que Malema, c'est-à-dire, il rentre dans tout ce que la plupart des Africains, c'est-à-dire de mon âge, souhaitent. C'est-à-dire qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle classe dirigeante en Afrique qui a une perception, une captation du monde qui est différente de nos dirigeants actuels. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des jeunes qui collent à la réalité, à la dynamique et la dynamique contemporaine du monde en tant que tel. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, moi ça ne m'étonnerait pas, Malema, il a quel âge? Il a 37 ans. Quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, moi je pense qu'il sera président de l'Afrique du Sud. Par contre, moi je pense qu'il a un passé lourd aussi. Hein. On l'a accusé de viol, vous savez. Il n'arrête pas de dire il faut récupérer les terres, il faut tirer sur les Blancs. C'est des propos à ne pas tenir. Aujourd'hui, si on veut fédérer, si on veut être un leader de demain, il y a une sorte de maturité à acquérir. Un peu d'eau dans son vin, beaucoup d'eau même, je pense. L'Afrique du Sud est une nation arc-en-ciel, comme ils aiment à le dire. Il faut qu'elle le reste. Donc si on va à contre-courant, ça peut être compliqué. Très bien, merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.